aujourd'hui, nous avons bien sûr un petit déjeuner en présentiel, mais aussi en distanciel. Vous êtes très nombreux à nous suivre à distance, et même depuis l'île Maurice, que je salue très gentiment, parce que je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas dans un petit déjeuner, mais dans un déjeuner insider, vu le décalage horaire. Donc, nos amis de l'île Maurice, un bonjour avec toute la sympathie que nous vous devons. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet particulièrement intéressant et d'actualité. Quand je dis d'actualité, on est presque dans la prospective à court terme, car nous allons parler du wallet d'identité numérique. L'identité, vous le savez, c'est un peu le marqueur de notre unicité. Grâce à l'identité, eh bien, je ne suis pas la même personne qu'une autre personne, et c'est ce qui fait finalement que nous sommes connus et reconnus. Mais cette identité, vous le savez, d'ailleurs il suffit de regarder Le Retour de Martin Guerre, le film où un individu revient du champ de bataille et se fait passer pour Martin Guerre, qui donc va vivre avec la femme de Martin Guerre. Et donc c'est un film qui illustre tout à fait ce genre d'usurpation d'identité qui date depuis, je dirais, la nuit des temps, depuis qu'on donne un nom à une personne. Et donc, cette usurpation d'identité, finalement, elle a connu une accélération, une véritable transformation avec l'arrivée du numérique. Et en fait, on voit bien que la France, en 2011, vous voyez, c'est quand même à la fois assez ancien, mais assez récent, s'est posé la question de savoir, l'usurpation d'identité numérique, est-ce qu'elle est vraiment prise en compte par le droit pénal français? Et c'est en 2011 que le droit s'est ajusté à ces évolutions, à cette accélération. Et en fait, quand on prend l'identité numérique, je prends l'image du couteau suisse. Vous savez, le couteau suisse, c'est un seul endroit, c'est une identité numérique, mais ça permet de faire plein de choses différentes. Et bien, avec une identité usurpée, vous pouvez faire l'escroquerie, l'extorsion, vous pouvez pénétrer dans un système, vous pouvez faire avec de l'ingénierie sociale toute autre action, et nous aurons l'occasion d'ailleurs en parler. Donc il y a beaucoup de moyens techniques, des moyens organisationnels, des moyens législatifs et réglementaires qui sont mis en œuvre pour justement protéger notre identité numérique. Et l'Union européenne, en 2014, vous voyez maintenant il y a plus de 12 ans, a voulu créer un système avec le règlement EIDAS, un système qui protège l'identité numérique dans une vision, on va dire, marché unique. On est plus, vous savez, dans l'Europe qui cherche à unifier, à harmoniser, et puis progressivement, avec l'augmentation considérable du nombre d'usurpations d'identité numérique, l'Europe s'est penchée sur une deuxième version de EIDAS, c'est l'EIDAS 2.0 en 2024, qui commence à rentrer en vigueur. Nous allons en parler ce matin, et notamment EIDAS a pour 2.0 a pour objectif de créer un wallet d'identité qui a justement pour mission de réduire les fraudes à l'identité. Donc c'est vraiment le sujet de ce matin. Et je remercie nos amis de KeepMe qui nous accompagnent pour ce petit déjeuner et qui ont créé un wallet privé, mais vous aurez aussi l'approche, comment dirais-je, de France Identité sur le wallet public. Et donc, vous verrez que ce sont des wallets complètement complémentaires, si je puis dire. Mais avant de lancer la table ronde qui sera animée par Mélissa, que je remercie, eh bien, je propose à Frédéric Herry de me rejoindre sur ce plateau. Et Frédéric Herry est ingénieur à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, et donc il est vraiment un des spécialistes de la fraude identitaire. Et c'est peut-être pour mieux comprendre la réalité du phénomène et les risques avec la fraude identitaire, que nous avons souhaité ouvrir ce petit déjeuner avec vous. Merci, cher ami. Merci à vous. Merci à vous, mon général. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en guise d'introduction, je vais préciser vos propos en abordant plus en amont le concept de la fraude documentaire et à l'identité, à laquelle je suis confronté depuis une quinzaine d'années en tant
expert à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, donc, et qui pour moi est indissociable de l'identité numérique ou de l'identité, en tout cas telle qu'elle est utilisée aujourd'hui dans le milieu numérique. Pendant ces 15 années, j'ai pu constater une forte évolution de l'écosystème dans lequel l'identité est utilisée, notamment avec l'essor de la dématérialisation. On a constaté également qu'il y avait une forte corrélation entre cette dématérialisation et l'expansion de la fraude documentaire à l'identité. Les deux suivent un schéma croissant, malheureusement, aujourd'hui, au point qu'on considère que la fraude documentaire à l'identité est devenue quasi universelle dans ce milieu-là, à plusieurs égards. D'abord parce que tout le monde peut en être victime aujourd'hui, par mésinformation, par négligence, par obligation. Régulièrement, on entend telle ou telle entreprise fait l'objet d'une fuite de données. Alors ça peut être des données internes, des données techniques, mais c'est souvent aussi des fichiers clients avec donc des fuites de données personnelles, dont on est involontairement responsable. En revanche, il y a des cas d'usage. Vous allez à l'hôtel à l'étranger, enfin, la chose qu'on vous demande quand vous enregistrez, c'est de fournir votre pièce d'identité. Un scan de cette pièce est réalisé. On a pu voir en Italie l'été dernier, notamment, plusieurs hôtels se faire dérober ces scans haute résolution de ces pièces d'identité qui sont directement utilisables derrière par les fraudeurs pour d'usurpation en ligne. Ça, c'est pour les individus. Lorsqu'on fait des échanges entre particuliers en ligne pour des achats de biens ou de services avec un certain montant, généralement, il y a un échange de pièces d'identité. Si l'un des deux est fraudeur, qu'il soit acheteur ou vendeur, il y a de fortes chances qu'il utilise une pièce, enfin en tout cas une identité qui a été usurpée en amont. Et la personne qui n'est pas fraudeuse, entre guillemets, va peut-être, dans le cas de cette transaction, soit rien avoir en contrepartie, soit avoir un bien qui a pu être volé, et en tout état de cause, elle peut aussi se faire usurper son identité en récupérant les données et l'image de la pièce d'identité. Donc, en tant que personne physique, on est fortement exposé. En tant que personne morale, et notamment entre la gestion du KYC, on voit aussi beaucoup de cas d'usage dans lesquels la fraude est bien présente. Les banques en ont fortement souffert pendant quelques années. L'ANSSI a mis en place un référentiel pour venir qualifier les prestataires de vérification d'identité à distance qui ont bien sécurisé le process, notamment dans l'ouverture des comptes bancaires. Aujourd'hui, on voit des loueurs qui sont aussi fortement exposés parce qu'ils ont favorisé le travail à distance et ils voient leur véhicule livré à leurs clients mais qui ne reviennent pas en revanche. Voilà, parce qu'une fausse identité a été utilisée lors de la transaction et de la vérification d'identité en ligne. On a des impostures mail, des impostures son, des impostures vidéo qui sont également présentes avec deepfake notamment. Pour l'arnaque au président par exemple, l'administration n'est pas épargnée non plus dans ses missions les plus régaliennes de délivrance de titres, d'identité, de prestations sociales. On parle là d'obtention indue, mais souvent appuyé par une usurpation d'identité. En fait, on a tout un univers qui soit de l'individu, de l'entreprise, de l'administration, où on a une gestion dans le milieu numérique aujourd'hui qui a besoin de progresser en termes de sécurisation, clairement, d'identité personnelle ou d'identité professionnelle. On a vu aussi dans ce paysage, dans cet écosystème numérique, une forte évolution au niveau des faussaires. On avait un faussaire qui était avant tout imprimeur avec des compétences en façonnage pour faire des titres physiques. Depuis quelques années, notre faussaire il est avant tout à l'aise avec des outils numériques de retouche d'image, de retouche vidéo. Et puis le faussaire de demain, ça va être quoi? Ça va être, ou en devenir, parce que je pense qu'ils y réfléchissent déjà, c'est celui qui sera à l'aise, informaticien, avec quelques notions, on va dire, de crypto, et potentiellement avec une forte puissance de calcul, il va s'attaquer au puces et il va s'attaquer vers l'environnement du wallet ou au wallet lui-même. Les fraudeurs aussi ont évolué. On a toujours l'individu lambda qui par opportunité, et dans l'espace numérique il y a des opportunités, qui va devenir fraudeur. Et puis on a la cybercriminalité, enfin la criminalité organisée plutôt, qui a trouvé une appétence pour cette thématique. La fraude documentaire et l'identité était surtout pour elle, jusqu'à présent,
un moyen de déployer leur activité criminelle, hein, qu'il s'agisse de narcotrafic, de terrorisme ou de trafic d'êtres humains. Aujourd'hui, c'est une activité à part entière chez eux, parce que facilitée par l'espace numérique, parce que massive et donc très lucrative. Donc ces éléments, en fait, tendent à considérer, c'est mon point de vue, que cette fraude documentaire identitaire dans l'espace numérique est universelle. Et elle est universelle, cette universalité, on la doit elle est multifactorielle. Le premier, c'est l'usage des titres, comment on fait des titres aujourd'hui dans l'espace numérique. La plupart des titres d'identité, on ne parle que d'eux, sont conçus pour être contrôlés physiquement. Vous avez tous, je pense avec vous, votre pièce d'identité. La plupart des points de contrôle les plus simples à contrôler sont sensoriels, c'est-à-dire que vous allez faire au toucher, à l'ouïe, à la vue, avec un mouvement du document qui permettra une variation de certaines encres colorées. Mais il est clair que lorsque vous n'avez plus qu'une image de ce document à exploiter, tous ces points de contrôle sont inopérants. Et donc il va vous rester quoi? Il va vous rester sûrement pas la puce, parce que vous ne l'aurez pas à travers l'image non plus comme outil d'exploitation. Il vous restera quelques points de redondance, quelques données redondées que vous allez pouvoir contrôler, mais que le faussaire saura contourner sans difficulté. Donc on s'expose en fonctionnant ainsi. Techniquement, c'est beaucoup plus facile pour un faussaire de faire un faux numérique que de s'embêter à faire un faux physique. Donc l'univers cyber favorise aussi cette fraude de ce point de vue-là. Ensuite, cet écosystème aussi a favorisé le rapprochement entre le fraudeur et le faussaire. Internet, les réseaux sociaux sont, de mon point de vue, une vitrine publicitaire phénoménale pour eux. Ils créent un site, ils spamment les utilisateurs, qui sont donc du coup exposés à l'opportunité de pouvoir générer un faux très facilement. Ils rentrent leurs données d'identité, ils téléchargent leurs photos et en contrepartie, en quelques clics, ils récupèrent une belle pièce d'identité, un passeport américain, un permis de chasse, que j'ai vu encore hier, dans un dossier. Donc tout est accessible. On a fait cette proximité favorise la fraude. Et puis, à l'inverse, cet univers a éloigné fortement le fraudeur et le faussaire des forces de l'ordre. Je vais m'expliquer. Dans la gestion du KYC, par exemple, je vais prendre le secteur bancaire. Avant, quand vous vouliez ouvrir un compte bancaire, vous vous déplaciez. Le fraudeur était obligé de se déplacer à la banque et donc il s'exposait. Aujourd'hui, il peut très bien ouvrir un compte en Asie, en Europe, en Amérique, tout en restant assis dans son fauteuil en Afrique. Donc il est préservé, il ne s'expose plus. Et puis il va utiliser des vecteurs de communication qui sont numériques aussi forcément, les réseaux sociaux qui ont une capacité à purger tout ce qui est métadonnées, compresser beaucoup de fichiers, ce qui fait que techniquement on a beaucoup moins d'éléments à récupérer. Tout ça pour vous dire que cet écosystème aujourd'hui tel qu'il est utilisé, en tout cas l'identité numérique, l'identité telle qu'elle est utilisée dans cet espace numérique aujourd'hui, est selon moi davantage le couteau suisse de la cybercriminalité. En revanche, j'espère, et à travers les propos des futurs, des prochains intervenants, que j'aurai la bonne surprise de voir que IDAS-V2, le wallet, qu'il soit public ou qu'il soit privé, apportera les éléments nécessaires à mieux sécuriser cet espace et que potentiellement l'identité numérique telle qu'elle arrive là sera le couteau suisse non plus donc de la cybercriminalité mais de la cybersécurité et donc le remède à tous les maux que j'ai pu évoquer dans mes propos. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Charmy d'avoir fait cette ouverture qui nous a montré effectivement les enjeux de l'identité, le faussaire, le fraudeur, et le fait qu'aujourd'hui, il fallait effectivement avoir d'autres solutions. Vous avez fait une transition merveilleuse en nous parlant du portefeuille d'identité, du wallet. Et donc, si vous voulez bien, avec Mélissa, je demande aux intervenants de la table ronde de bien vouloir nous rejoindre. Comme je vous l'ai dit en ouverture, avec le règlement EIDAS 2.0,
l'Europe s'est positionnée avec ce portefeuille, ce wallet d'identité, notamment pour réduire les risques de fraude au minimum au sein des 27 États membres, mais bien sûr avec une dimension, je vais dire, quasi planétaire. Alors on va ensemble, avec cette table ronde, regarder pourquoi le wallet d'identité, comment il a été conçu, construit, et nous verrons aussi quels sont en quelque sorte les cas d'usage, et peut-être avec nos amis la différence, non pas les opposer, mais pour les rendre complémentaires entre le wallet public d'identité de France Identité et un wallet privé comme celui de KeepMe. Voilà. Donc, mes chers amis, on va être heureux de commencer cette table ronde. J'accueille Bruno Buffenoir, donc directeur général de KeepMe. Merci, cher Bruno. Sandrine Hilaire, vous êtes vice-présidente vice-présidente chez Futura et consultante en transformation numérique. Merci Anthony Carmois, qui est donc directeur technique de France Identité, donc l'Agence nationale des titres sécurisés. Et puis Elias Letier, vous êtes responsable du segment identité et confiance numérique à l'ANSSI. Voilà, écoutez, nous allons donc commencer. Je vais me tourner vers Sandrine, parce que Sandrine, qui fait partie vice-présidente de Futura, a travaillé dans un groupe de travail avec DocaPost notamment, en amont de Futura 2.0, dans le cadre du comité technique de normalisation européen. Et donc, je pense que son regard un petit peu sur l'historique, mais également sur le présent, est tout à fait intéressant à entendre. Alors, justement, Sandrine, qu'est-ce qu'un wallet et comment, finalement, l'Union européenne a décidé d'arriver à cette mesure qui s'étend aux 27, et je rappelle quand même qu'un règlement s'impose automatiquement dans la législation des 27 États membres. Quand vous avez une directive, il faut la transposer. C'est pour ça d'ailleurs que la directive NIS 2, en cours de transposition, ça fait quand même un certain nombre de mois qu'elle est toujours en stand-by, mais un règlement, il s'applique instantanément dès lors qu'il a été publié. Donc, merci Sandrine de nous rappeler pourquoi l'Union européenne s'est tournée vers ce wallet. Merci Général pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors oui, on en a parlé tout à l'heure. EIDAS V1, c'est 2014. C'est toutes des choses qui sont liées à des signatures électroniques, toutes des choses qui sont liées à des cachets électroniques, les recommandés électroniques. C'était une manière pour l'Europe en fait d'amener la confiance dans les services numériques et puis de pouvoir moderniser un petit peu les échanges. Ça concerne certes le public dans un premier temps pour les échanges interfrontaliers en Europe, mais ça concerne aussi le service public derrière. Et donc tout a commencé par des premiers services de confiance. Puis il y a cette version 2 de EIDAS qui est arrivée l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, qui met en avant l'identité numérique. Alors l'identité numérique était déjà présente dans le V1, mais là effectivement c'est une énorme avancée avec cette idée de wallet numérique qui est cette volonté de pouvoir amener des moyens pour pouvoir démontrer son identité, démontrer certains, ce qu'on appelle des attributs, démontrer certains éléments comme mon âge pour accéder à certains sites. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important dans le cadre de la vérification de votre identité dans les services numériques. Et c'est vraiment dans une histoire d'amener la confiance qu'il y a toutes ces discussions-là. Alors, normativement parlant, parce que tout ça se discute au travers de normes parfois très techniques, parfois de la manière dont ça s'exprime dans les règlements. Donc, ça fait des années et des années que les experts travaillent en fait sur les normes pour pouvoir décrire en fait ces différents services de confiance et puis aussi cette identité numérique. Et donc là, après tout ce travail, à la fin 2026, tous les États membres doivent être en capacité de mettre à disposition un wallet numérique. On est en train de parler du wallet de vous, citoyens. On est en train de parler de vous, votre pièce d'identité ou votre passeport que vous allez chercher à la préfecture ou à la mairie. On est en train de parler de ces moyens-là. Et puis, en parallèle, il y a aussi quelque chose de très important pour les entreprises, le wallet pour les entreprises. Mais quand on parle aujourd'hui wallet numérique, la première étape, c'est beaucoup pour les citoyens. Donc ça, c'est 2026. Fin 2026,
On va en parler tout à l'heure, je pense, avec ce que va mettre la France à disposition. Je vais faire du teasing, je ne vais pas dire ce que c'est, même si tout le monde le sait. Et puis après, il y a 2027, où les entreprises doivent être en capacité d'accepter ce wallet. Ça ne veut pas dire que tout va changer d'un coup, ça ne veut pas dire que ça va devenir le seul moyen de vérifier votre identité, mais il faut bien comprendre que c'est un moyen qui est extrêmement important pour faire justement une validation à distance des choses, de votre identité, qui est extrêmement importante. Et on va retrouver énormément de secteurs qui sont concernés, on en parlera tout à l'heure, je pense. Tout ça, c'est plus de 10 ans de travail sur des services de confiance pour pouvoir valider votre identité en ligne. Des nouvelles fraudes, on l'a vu tout à l'heure, la fraude existait déjà avant, elle continuera parce qu'il y en a qui aiment bien ça, je crois. Il y a trop d'intérêt à ça. Et du coup, le wallet numérique, c'est quand même une sacrée opportunité d'arriver à quelque chose qui nous permette d'être beaucoup plus sécure qu'aujourd'hui pour envoyer notre identité. Moi, aujourd'hui, à chaque fois qu'on me demande d'envoyer une pièce d'identité, quelque part, j'ai un petit peu peur. Parce que je me dis, je ne sais pas ce qui va se faire de tout ça. Quand je loue un appartement, quand je loue quelque chose sur Airbnb, quand je vais dans un hôtel et qu'on me demande ma pièce d'identité, je me dis que le scan qu'ils ont fait, il est caché derrière le bureau, il n'est pas très protégé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de difficultés à faire ça. Donc, j'espère, moi, très personnellement, que ça va amener beaucoup de choses, ce wallet numérique, et qu'on va beaucoup l'utiliser. Merci beaucoup, Sandrine. Bruno, peut-être que vous souhaitez revenir un peu plus en détail sur le wallet. Je crois que vous vouliez parler notamment de l'aspect privacy by design. Oui, en fait, derrière finalement cette réglementation, derrière tout ce que l'Union européenne a mis en place et les travaux qui sont faits depuis plus de 10 ans, il y a évidemment des architectures techniques qui se cachent et qui d'ailleurs, sur les notions de déploiement de ce portefeuille, préexistent. Et la réglementation aujourd'hui apporte un cadre, une fédération à l'échelle européenne qui permet à tout le monde de parler de la même chose, d'implémenter la même chose et de fait, demain, d'avoir des échanges qui sont complètement normalisés, fluidifiés et sécurisés. Ça, c'est un élément extrêmement important parce que finalement, le règlement eIDAS V2, c'est la traduction, la matérialisation de ce qu'on appelle la privacy by design, avec des éléments très forts qui reposent sur cette logique de production d'attestation, à commencer par notre attestation d'identité, à l'intérieur desquelles attestation, on trouve un certain nombre d'informations unitaires, qu'on appelle dans notre jargon parfois des attributs, et finalement, cette architecture va permettre ces échanges d'attributs sécurisés, cryptés, by design, et unitairement. Donc on ne va plus échanger entre nous des masses d'informations au travers de documents. On va échanger et on va, c'est le deuxième point qui est extrêmement important, consentir systématiquement en temps réel à échanger ces informations unitaires. Personne ne va pouvoir ponctionner dans ce wallet finalement une information sans qu'on soit d'accord de la partager. Et ça va être tracé. Et le troisième élément important, by design, c'est que toutes ces informations sensibles qui nous appartiennent, elles sont stockées dans notre portefeuille. Elles ne sont pas stockées à l'extérieur, elles ne sont pas stockées dans des, on a l'habitude d'appeler ça en cyber, des pots de miel, donc des grosses bases de données dans lesquelles aujourd'hui, évidemment, les gens se régalent pour aller se servir et diffuser cette information. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que toute la technologie, finalement, elle préexiste depuis longtemps, et elle est aujourd'hui utilisée, totalement alignée avec les principes fondateurs de sécurisation, de lutte antifraude et de fluidification de cette information, avec un socle, comme Sandrine l'a très bien dit, qui est le socle qu'on appelle régalien, qui commence par notre identité personnelle. Merci. Alors vous avez posé le cadre, vous avez parlé de fonctionnellement où on en est. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus sur les étapes entre 2026 et 2027, que ce soit pour les acteurs privés, les services publics ou les citoyens ? Les étapes, on a déjà France Identité en France, c'est pour pouvoir avoir cette application, il y a toujours une vérification en face à face qui est nécessaire pour assurer ce que nous on appelle, alors il y a plusieurs niveaux, mais ce qu'on appelle le niveau élevé, le niveau le plus fort,
je suis absolument sûre que c'est vous, parce que vous êtes déplacé, je vous ai vu en face à face, j'ai vu votre pièce d'identité, j'ai pu vérifier votre identité en face à face. Donc c'est ça qui est recherché, ça arrive fin 2026. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, après nous on est très fans, on a envie de vous conseiller de le faire, mais tout ça va être mis à disposition et chaque citoyen va avoir sa capacité d'utiliser ces outils-là sans pour autant, les cartes physiques ne vont pas disparaître tout de suite, ça c'est certain. Pour les entreprises, c'est cette idée de dire, il y a certains secteurs où l'activité nécessite de faire des vérifications d'identité fortes, on en a parlé tout à l'heure avec les services bancaires, aussi dans les télécommunications. Aujourd'hui, vous allez chercher un abonnement chez un des opérateurs, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas montré votre pièce d'identité. Et vous ne pouvez rien faire pour votre mère qui n'est pas avec vous. Et si vous allez vous déplacer, ils vous diront non, vous n'avez pas sa pièce d'identité, elle n'est pas avec vous, je ne peux rien faire pour elle. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs comme ça, télécommunications, il y a aussi le secteur de l'énergie, il y a aussi tout le secteur public, il y a aussi tout le secteur de la santé, où aujourd'hui, on vous demande des pièces d'identité physiques quand vous allez vous faire opérer, par exemple. Donc tous ces secteurs-là devront être en capacité d'accepter ce fameux wallet citoyen. Je dis citoyen parce que c'est cette idée d'identité, de celle qu'on vous donne avec votre pièce d'identité ou votre passeport. Donc c'est l'État qui vous donne ces éléments-là. Donc ça, c'est cette capacité d'accepter ces wallets sans que pour autant ce soit une obligation. On ne va pas refuser que vous présentiez une pièce d'identité, on ne va pas refuser qu'il y a d'autres moyens d'identification qui sont aussi possibles, mais qui peuvent être moins faciles à utiliser. Donc c'est surtout en 2027, ces entreprises-là devront être en capacité d'accepter que vous utilisiez ça. Et ça, c'est hyper important, ces wallets-là, parce que c'est un des premiers moyens pour pousser à l'utilisation, pas pousser, mais ouvrir la porte de l'utilisation de ces wallets. Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, vous dites ok, je vais avoir une application sur mon téléphone, mais concrètement, il va se passer quoi dans ma vie avec ça? Typiquement, aujourd'hui, quand vous vous connectez, je ne sais pas si vous avez des modules d'identité numérique que vous utilisez pour vous connecter à des services qui vous évitent d'avoir des mots de passe, qui vous évitent de créer des comptes. Demain, ça sera cette même idée, là où on vous demande de démontrer très fortement votre identité. Donc ça va changer les capacités d'obtenir des services en ligne de manière beaucoup plus sécurisée, de manière beaucoup plus facile, et avec beaucoup moins d'échanges d'informations qui sont très personnelles pour vous et qui sont fondamentales pour notre vie à tous, quoi. Elia, je me tourne vers vous. Moi, si je crée mon identité demain, comment je peux m'assurer qu'elle est correctement vérifiée? Bonne question. Alors, comme l'a rappelé M. Herry juste avant, c'est-à-dire les travaux de l'ANSSI sur la vérification d'identité datent de plusieurs années déjà. Il existait déjà dans le cadre de DAS-VM. Donc, comme ça a été rappelé, c'est entré en 2014, mise en application en 2016, mais ça n'a pas été vraiment un big bang pour l'écosystème parce qu'on a la chance en France d'avoir un écosystème très riche et un équilibre entre les acteurs privés et publics. Et par contre, l'évolution de la réglementation, qui, comme ça a été rappelé, effectivement c'est une loi, donc elle s'applique, il n'y a pas besoin de transposition en 2024, a introduit énormément un volet cybersécurité qui va être harmonisé au niveau européen, et un volet fonctionnel qui va faire en sorte que les moyens d'identification électronique qui permettent de vérifier votre identité vont être complétés par un certain nombre de fonctions essentielles au wallet. Et donc, dans ce contexte-là, on a vu arriver là où la transition a été plutôt simple en 2014 et entrée en application en 2016 avec très peu d'actes d'exécution, plus d'une trentaine d'actes d'exécution pour cadrer justement la vérification d'identité, les services de confiance, toutes ces choses-là. Et donc, on forme au niveau interministériel un groupe très soudé d'ailleurs, très actif, avec nos amis de France Titre, de la DINIM, de la DGE et de la DLPAJ pour justement nous appuyer sur les organes de standardisation, les référentiels qui ont été élaborés par l'ANSSI autour du PEVID, avec un appui très fort d'ailleurs de l'IRCGN, que je remercie ici, pour influencer le contenu des actes d'exécution. C'est-à-dire, plus d'une trentaine d'actes d'exécution ont été votés, et la plupart vont dans le sens de notre écosystème parce que
à l'interministériel, on a fait en sorte justement d'avoir ces consultations-là, et que ce soit pour la vérification d'identité, pour les process, les laboratoires accrédités, les méthodes de test, enfin tout ce qu'on avait, parce qu'on était quand même en avance de phase, il faut le redire, sur le référentiel national pour la vérification d'identité indécise, on était en avance de phase sur un certain nombre d'éléments, et qu'on a réussi à transposer au niveau européen via les organes de standardisation SI. Et donc on a vu, non seulement, c'est là où on a un peu gagné une bataille avec nos homologues, non seulement les standards qu'on a poussés au niveau européen de référencés, mais aussi les amendements à ces standards-là, avec les exigences de sécurité un peu plus élevées qu'on a en France, et qui sont peut-être un peu moins au niveau européen. Donc, ce wallet, tel qu'il arrive, il faut rappeler que c'est une obligation pour pas mal de secteurs, ça a été dit par Sandrine, donc bancaire, financier, santé, en fait, etc. Vous allez voir apparaître le petit logo « Connectez-vous avec le portefeuille d'identité européen », parce qu'ils n'auront pas le choix, mais il faut rappeler aussi qu'il s'impose aussi aux gatekeepers, c'est-à-dire les grandes plateformes du numérique. Donc, ici, pour faire simple, c'est tous ceux qui utilisent LinkedIn, Booking, Amazon et j'en passe comme Instagram et tous les réseaux sociaux. Aussi, en fait, la réglementation européenne ne leur laisse pas le choix. Donc vous allez voir arriver un certain nombre d'usages nouveaux autour de cette identification en ligne qui va nécessairement faire appel à des certifications pour lesquelles l'ANSSI est en charge au niveau français et travaille main dans la main avec France Titres pour nous assurer d'atteindre les objectifs et les échéances de la réglementation qui arrivent plus vite qu'on croit. Même si le niveau de sécurisation il est élevé, à la création du wallet, il reste un risque de fraude. Est-ce qu'on peut revenir là-desdessus? Quels sont les risques et comment s'en prémunir? Alors, justement, les actes d'exécution pointent vers des standards, donc une sorte d'harmonisation des pratiques, pour faire en sorte que, entre ce qu'on fait en France, ce qu'on fait en Allemagne, etc. Donc, il y a un groupe de travail au niveau européen qui s'est formé entre l'ANSSI, le BSI en Allemagne, le CCB en Belgique, CCN en Espagne, RDI en Hollande, et j'en passe, Traficom aussi en Finlande et DIG en Suède. 27, t'en as 27. Non, alors, il y a un petit groupe en fait, qui ont déjà des exigences de sécurité assez harmonisées pour justement bien cadrer ce qui doit être mis en place en termes de vérification. Et ce groupe-là influence les travaux de l'ENISA, parce que comme vous le savez, le schéma, le volet cybersécurité, il va y avoir des schémas nationaux, mais ils seront supplantés dans 2 ans peut-être, enfin le temps que l'ENISA fasse son travail de publier un schéma par le schéma de l'ENISA. Néanmoins, il restera quand même sous la responsabilité du propriétaire du schéma national, donc l'ANSSI et potentiellement d'autres administrations. Autour de ça, la gouvernance du schéma fonctionnel. C'est-à-dire qu'on pourra décider, en tant qu'État, de voir quelles sont les fonctionnalités exactes, le contour des différents portefeuilles électroniques que pourrait proposer l'État français à ses citoyens. Et dans ce contexte-là, encore une fois, je le redis, il y a cette collaboration avec le BSI qu'on a vu avec FITSEM, c'est-à-dire qu'on est en train de pousser au niveau de l'ENISA comme une harmonisation des mesures de sécurité pour le portefeuille électronique, pour l'application qui va tourner sur le téléphone, mais aussi les règles du PEVID qui ont été reprises dans l'acte d'exécution. Donc je ne peux pas en parler publiquement pour l'instant, mais qui va être voté très prochainement et dans lequel vous allez voir un certain nombre de... Enfin, vous n'allez pas les découvrir si vous connaissez déjà le référentiel PEVID, vous allez voir un peu l'influence qu'a eu l'ANSSI sur ces pratiques européennes, pour justement nous assurer que le risque de fraude à l'identité soit minime. Merci. Avant de poser une question à Sandrine, je vais vous poser une autre question parce que vous avez déjà un peu parlé des relations avec d'autres États membres. Il me semble qu'il y a quand même entre l'ANSSI et le BSI, c'est en fait l'agence fédérale allemande pour la sécurité des technologies de l'information. C'est pas la première fois d'ailleurs que l'ANSSI fait couple, si je peux dire, avec le BSI, puisque quand il y a eu le Cyber Security Act, s'il n'y avait pas eu le couple ANSSI-BSI, on aurait eu un règlement un peu, comment dirais-je, décalé par rapport à nos expériences. Qu'est-ce que vous apporte ce tandem franco-allemand?
Déjà, on est très alignés. Nos positions en termes de sécurité avec le BSI sont historiquement tous tirées vers le haut. D'ailleurs, c'est assez flagrant quand on est dans des réunions européennes de voir un peu une sorte de schisme qui apparaît entre des pratiques nordiques pour l'automatisation, pour la simplification, pour l'ergonomie, et des préoccupations surtout allemandes, françaises et espagnoles sur le niveau de sécurité à mettre, parce que en réalité les enjeux ne sont pas les mêmes quand on gère des populations de plusieurs dizaines de millions très hétérogènes avec toute une réglementation nationale en place pour la mise en relation à distance, des choses qui nous sont imposées, qui fait que par la force des choses, et je pense que M. Herry l'a rappelé très bien dans son introduction, on est confronté à énormément de cas de fraude. Et donc ça, il y a tout un travail de synchronisation avec le BSI, particulièrement pour avoir des publications communes autour de ces méthodes de vérification d'identité et une façon d'influencer la Commission européenne. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on avait toute une réunion de synchronisation avec nos homologues allemands, justement, pour préparer les prochaines échéances des actes d'exécution, parce que vous savez, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. Ça va même s'accélérer cette année, et faire en sorte que si on parle d'une même voix avec le BSI, on a déjà un élément de poids, un argument très fort à opposer à la Commission européenne pour qu'elle oriente la rédaction des actes d'exécution dans le sens qui nous va. Merci beaucoup. Alors, Sandrine, avant que nous passions à la deuxième partie, finalement, on a compris ce que était le wallet, quels étaient les ordres de sécurité qu'il apportait. On en a déjà un peu parlé, de parler du secteur hospitalier. Finalement, quels sont les grands secteurs qui sont impliqués par ce wallet d'identité? Les secteurs économiques, administratifs? Tous ceux où on vous demande aujourd'hui de vous déplacer pour démontrer votre identité. Tous ceux où on vous demande une pièce d'identité en physique qui est nécessaire pour eux, soit parce que le secteur est réglementé, soit parce qu'il s'agit de données publiques ou extrêmement sensibles de la santé par exemple. Donc tous ceux où vous avez besoin de vous déplacer pour montrer une pièce d'identité demain seront concernés. Et puis bien sûr toutes les plateformes numériques et les grosses plateformes numériques, mais là dans une volonté d'améliorer un petit peu aussi la sécurité et puis l'identité en ligne, parce que bon, c'est un peu un carnage quand même. Donc tout ça c'est extrêmement important. J'en parlais tout à l'heure sur la téléphonie, on en a parlé pour l'ouverture des comptes des banques. Il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que tout ça c'est un cadre, ce sont des possibilités techniques. Et puis après, il y a l'utilisation qu'on va en faire et toutes les possibilités d'utilisation qui nous seront offertes, qui nous seront présentées, qui vont un peu driver l'utilisation ou pas de ce wallet. On a vu historiquement les services de confiance IDAS V1 qui n'ont pas explosé parce qu'en fait c'était trop compliqué, c'était pas suivi encore par la réglementation, c'était pas imposé. Je parle par exemple du recommandé électronique qui n'a pas non plus entre les entreprises, qui n'a pas explosé, alors que moi j'adorais personnellement envoyer des recommandés électroniques, mais non je suis encore obligée de me déplacer à la poste pour envoyer des recommandés. Autre sujet aussi extrêmement important, qui passe légèrement après pour l'instant, mais c'est plutôt une histoire de timing, c'est surtout moi en tant que représentant d'entreprise, comment je peux démontrer que je suis un représentant légal de cette entreprise, comment je peux démontrer en ligne que je suis apte à signer des choses pour mon entreprise. Ça c'est quelque chose aussi qui sera extrêmement important pour le développement des usages. Je prends ne serait-ce que cette fameuse facture électronique dont on ne va pas parler, mais à un moment vous êtes obligé de démontrer que vous êtes le représentant légal de l'entreprise pour signer des documents, et toutes ces plateformes adorent vous donner des moyens à distance pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est des scans de documents qui sont envoyés. Ça mérite beaucoup plus de sécurité pour éviter justement toutes ces fraudes. Alors demain, les usages, nous, des fois, on est trop technique, on s'intéresse beaucoup. Moi, je m'intéresse à la technique normative. Il y a l'aspect technique, mais en fait, il y a ce que vous allez faire du wallet et est-ce que vous allez trouver un intérêt à tout ça.
peut-être que ça simplifiera aussi beaucoup vos accès en ligne aux services et votre capacité à démontrer votre identité. Et c'est ça qui fera le succès du wallet, parce que on peut très bien avoir un wallet super conforme, techniquement, au niveau de la réglementation, tout est nickel, mais qu'en fait, finalement, personne l'utilise parce que personne voit son intérêt. Et toute l'idée et tout le jeu aujourd'hui, c'est justement d'avoir ces fameux... vous entendez le mot cas d'usage. C'est quoi le cas d'usage? En fait, en gros, c'est à quoi ça va me servir? L'idée aujourd'hui, c'est de développer, et vous verrez, si vous allez sur le site de l'Union européenne, vous allez voir que le premier truc qu'ils mettent en avant, c'est ces fameux cas d'usage. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire demain avec, pour que vous compreniez mieux ce que vous pouvez faire avec, et que vous y voyez l'intérêt, et que donc vous l'utilisiez, et qu'on espère bien que dans 10 ans, tout le monde l'utilise. Merci. Alors, avant de passer au wallet public, wallet privé, j'ai une question qui me vient à l'esprit. J'ai mon wallet, je vais en Allemagne, aucun problème. J'ai mon wallet, je vais en Norvège. Alors, il est probable que la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est-ce que mon wallet va marcher? Est-ce qu'on ne va pas avoir une forme d'extraterritorialité? Est-ce que, comme le RGPD, finalement, on ne va pas pousser le reste du monde à s'aligner sur nous? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un wallet en France est reconnu dans tous les pays européens, et inversement. Je suis en Allemagne, mon wallet allemand est reconnu en France, et ça c'est certain. Après, il y a toujours il y a le cas de la Grande-Bretagne qui avec leur Brexit, mais ils sont déjà sur EIDAS V1, ils ont tendance à utiliser les mêmes standards. Je ne suis pas très au fait de la partie avec les États-Unis, mais peut-être qu'il y a parmi nos participants des gens qui seront peut-être plus à même de voir ça. Mais c'est vrai que le travail étant conséquent, les exigences de sécurité étant extrêmement fortes, ça a une tendance à imprimer un standard un petit peu mondial, comme finalement le fait un peu le RGPD, c'est sûr. Elie, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, juste pour compléter ce qu'a dit Sandrine, effectivement, les pays de l'espace économique européen, donc la Norvège, devront le mettre en œuvre 3 ans après, enfin 2 ans ou 3 ans, 3 ans après l'échéance pour les pays de l'Union européenne. Et nous qui participons au groupe de coopération européen, on voit déjà toquer à la porte la Corée du Sud, Singapour, les Japonais, parce qu'en réalité, ce qui est mis en œuvre à leur niveau, finalement, répond à des standards que nous, par la force des choses, c'est des standards européens, mais qu'on va imposer au niveau international, qui font que c'est dans l'intérêt des grands acteurs qui dominent le marché japonais, américain, etc., d'être compatibles avec les standards européens. On le voit avec l'European Business Wallet, on le voit avec un tas de réglementations qui arrivent sur l'euro numérique, sur les professionnels de santé, où finalement la Commission européenne fait un travail assez cohérent d'imposer au fur et à mesure dans la réglementation à venir ce qu'elle a déjà. Vous avez parlé du Japon, j'imagine que si le Japon s'intéresse aujourd'hui au wallet, c'est grâce à l'influence du Forum Cyber de Tokyo, qui, comme vous savez, aura lieu évidemment cette année. Voilà, mes amis, donc fin de la première partie, si je puis dire, nous allons passer à la deuxième. Vous avez compris, le règlement, ses implications, les secteurs, on parlera un peu plus tard des cas d'usage. Et là, on va rentrer non pas dans le vif du sujet, on y est déjà, mais dans l'examen de ce qu'offre un wallet privé ou un wallet public. Hein. Merci à Anthony Carmois d'être parmi nous, à côté de Bruno. Donc, la deuxième partie, c'est un peu ça. C'est finalement, ce wallet, c'est quoi, comment ça marche et quels sont les usages qu'on peut envisager. Et justement, le français d'identité, c'est déjà bien avancé. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais peut-être que c'est bien de rentrer dans les détails parce qu'on sait ce que c'est, mais finalement, à quoi ça va servir concrètement, combien d'utilisateurs l'utilisent et à terme, combien d'utilisateurs devront l'utiliser? Pas tous, hein. C'est pas obligatoire d'utiliser France Identité. Alors, l'État n'a pas attendu le règlement EIDAS 2 pour introduire l'identité numérique pour ses citoyens. Ça fait aujourd'hui 2 ans qu'on a France Identité sur les stores. Donc aujourd'hui, on a 3,8 millions d'usagers. On a un peu 2 catégories. En quelque sorte, il y a l'usage un peu classique qu'on a un peu au quotidien avec France Connect pour accéder à peu près tous les services un peu de l'État. Mais il y a aussi le procès de certification d'identité qu'on propose à l'ensemble des usagers qui permet en fait d'élever, on parlait de niveau de sécurité tout à l'heure, au niveau de confiance qu'on a dans l'identité numérique. L'étape de certification d'identité, on demande à l'usager de passer en mairie. Il passe en mairie avec sa carte, avec ses doigts, parce qu'on fait une comparaison d'empreintes sur place pour être sûr que c'est bien la bonne personne. Et ensuite, on lui émet son identité numérique de niveau élevé,
qui lui permet d'accéder à des services un peu plus sensibles. Je pense notamment à tout ce qu'il y a sur France 3, qui avait été sujet à beaucoup de fraudes, je pense au compte CPF, je pense à MaPrimeRénov', et aussi, et c'est un peu plus d'actualité, la procuration de vote en ligne, qui est le seul aujourd'hui service qui exige le niveau élevé, qui est possible de faire donc en étant passé en mairie pour les usagers. Peut-être revenir un peu sur les paradigmes, qu'on a un peu depuis le début, on parle beaucoup d'identité numérique un peu au singulier. Moi je suis convaincu qu'on a plusieurs identités numériques. On peut être un étudiant, on peut être un professionnel de santé, on peut être un justiciable, on peut être une personne qui paie des impôts, et donc l'intérêt du relais, c'est de pouvoir y glisser des attestations relatives à plusieurs de mes qualités, sans pour autant aller devoir raccrocher ma carte d'identité ou mon passeport que j'aurais importé. Et cela dans des standards et des protocoles qui sont mondiaux. Il y a des débats sur ce qu'on fait avec les États-Unis éventuellement. On a des discussions avec TSA. TSA, c'est ceux qui s'occupent des portiques dans les aéroports. Pourquoi pas avoir une reconnaissance en quelque sorte de ce qui va être sorti de France Identité. Mais dans les usages bientôt, on a beaucoup parlé d'en ligne, mais aussi les usages en proximité. Aujourd'hui, il est déjà possible d'importer son permis de conduire dans France Identité, qui a valeur probante, valeur légale. Il y a un arrêté qui a été publié début janvier au journal officiel qui donne effectivement valeur légale, notamment pour les présentations auprès des forces de l'ordre. Donc on développe en plus de France Identité l'application France TIT qui vient se loger dans les néos des forces de l'ordre, qui permettent donc de vérifier en proximité les permis de conduire. Donc ensuite, le téléphone, le néo du gendarme ou du policier viennent consulter la base pour être sûr que le permis est toujours valide. Et voilà, on a cette facilitation, tant en ligne qu'en proximité, des différents cas. Et enfin, un autre élément qui, je pense, est important pour nous. On a beaucoup parlé tout à l'heure, effectivement, tous les process aujourd'hui où on partage un scan d'identité, où on ne sait pas trop où est-ce que ça va finir. Nous, on souhaite un peu introduire dans le milieu ce qu'on appelle un cadre d'usage, c'est-à-dire que je partage une identité pour cette vocation, pour ce cas d'usage-là, pour ouvrir un compte bancaire, pour faire mon check-in à l'hôtel. C'est bien qu'en fait, même si cette donnée a été récupérée par un acteur malveillant, il ne puisse pas la rejouer pour un autre cas d'usage. C'est un peu l'intérêt qu'on aimerait introduire dans l'ensemble des protocoles et des standards pour fiabiliser cette identité numérique qui est à protéger impérativement. Alors, bien sûr, on pense à l'identité pivot, qui est la carte nationale d'identité, mais il y a bien d'autres attributs d'identité. Par exemple, vous prenez un diplôme. Bon, le diplôme, en lui-même, ce n'est pas une pièce d'identité, mais il se raccroche à une identité, et à un moment donné, vous allez pouvoir dire « je certifie que j'ai tel diplôme », et là, donc voilà la preuve. Alors finalement, comment, justement, dans ce volet de France Identité, on va au-delà de l'identité pivot pour introduire d'autres attributs? Quels sont finalement tous ces attributs auxquels vous avez pensé? Pardon, on pense beaucoup en cartes, parce qu'on veut introduire dans l'expérience utilisateur vraiment l'idée qu'on importe des cartes, on importe des titres dans son application. Donc aujourd'hui, on pense évidemment aux titres émis par l'État, donc les permis de conduire, permis bateau éventuellement, la carte grise, qui est souvent le sujet de beaucoup de fraude aussi dans l'écosystème. Mais on pense aussi à d'autres cartes que les usagers nous demandent. Je pense aux cartes amies nombreuses, aux cartes de professionnels de santé, je pense aux cartes étudiants aussi, qui peuvent être utilisées pour montrer son statut d'étudiant en ligne, pour des réductions ou en proximité aussi. Et enfin, moi j'aimerais beaucoup qu'on ait un peu des imports de justificatifs de domicile, qui sont des documents qu'on nous demande assez souvent dans des process. Je veux changer mon bureau de vote ou je m'installe quelque part, on nous demande souvent ce document. Et nous, notre focus, c'est surtout les titres régaliens, et les titres qui ont valeur probante dans des parcours qui sont très réglementés. Je ne suis pas forcément sûr qu'on ait vocation à intégrer dans France Identité une carte IKEA ou une carte ou un ticket de métro ou un ticket de train. Et c'est là, je pense qu'il y a tout un intérêt à discuter avec le secteur privé, de savoir où est-ce qu'on pose des frontières, où est-ce que les titres régaliens se logent eux dans France Identité, mais d'autres titres qui ont un peu plus un intérêt pour les entreprises aussi. Je pense que l'identité en tant que salarié d'une entreprise, c'est aussi un titre qui a plutôt vocation à finir dans des volets privés. Merci. Et justement, je me tourne vers Bruno. Quand on a préparé le panel, vous parliez d'une véritable révolution.
Et donc là, on a présenté pas mal de cas d'usage, mais vous avez employé le terme d'opportunité pour les utilisateurs finaux. Vous pouvez revenir dessus? Bien sûr, et merci, c'est une bonne transition. Effectivement, si on regarde finalement les impacts, on a commencé à les aborder, vous les avez entendus, au quotidien, pour chacun d'entre nous, finalement, on va disposer de notre identité sur un téléphone mobile et on va utiliser ce téléphone mobile pour la produire un petit peu comme on l'utilise aujourd'hui quand on prend le métro et que, eh bien, très facilement, on utilise un titre qui a été totalement digitalisé. Quand on regarde ça du point de vue des prestataires qui nous apportent au quotidien des services, que ce soit des entreprises privées, des entreprises publiques, des institutions, pour elles, jusqu'à maintenant, elles ne fonctionnaient que sur la base d'ingestion, de compréhension, de documents qu'on leur produisait. Et là, tout d'un coup, on fait basculer ces organisations dans un modèle où il va falloir qu'elles interprètent et qu'elles soient capables de digérer en temps réel des informations digitalisées, cryptées, et qu'elles les insèrent correctement dans leur processus administratifs, commerciaux, de manière à ce que, immédiatement, l'ensemble des informations que l'on transmet soient utilisées correctement, et surtout qu'elles sachent identifier de quelles informations précisément elles ont besoin, qu'elles nous les exposent, et que l'on puisse mettre en place un mécanisme où elles les récupèrent simplement, et que tout ça soit traçable. Jusqu'à maintenant, elles ne se posent pas la question de savoir si dans la carte d'identité, elles ont besoin de toutes les informations qui y figurent. Elles demandent la carte d'identité, elles en font une copie, elles le scannent, elles la vérifient, et elles vont aller saisir dans leur système, d'une façon ou d'une autre, eh bien, les informations qui les intéressent, mais par ailleurs, elles en profitent aussi pour conserver toutes les autres informations. Et je pourrais prendre autant d'exemples, mais ça, c'est un énorme changement, et finalement, c'est une application plutôt pragmatique qu'on attendait depuis des années de RGPD, non mais à un instant T, pour une entreprise, c'est un énorme changement parce que jusqu'à maintenant, elle a mis en place des chaînes de traitement documentaire pour récupérer ces informations auprès de chacun d'entre nous. D'ailleurs, que ce soit dans une approche d'entreprise à individu ou d'entreprise à entreprise. Et que demain matin, il faut qu'elle transforme toutes ces chaînes applicatives de services qui supportent les services pour être capable de fonctionner comme ça. Et quand on prend ce sujet, forcément, ça veut dire que quand je suis une grande entreprise, il faut que je revoie tous les parcours dans lesquels j'ai une interaction avec mon écosystème pour voir dans quelle mesure ça va impacter finalement ces parcours. Et ça génère une énorme opportunité parce que la menace grandissant, le nombre de transactions digitales grandissant, l'IA parvenant à reproduire n'importe quel type de document, que ce soit d'ailleurs un document papier ou une vidéo, eh bien, il est absolument nécessaire aujourd'hui de revoir cette chaîne documentaire et de ne plus s'appuyer sur des documents pour obtenir des justifications d'informations ou de l'authentification d'informations. Donc en termes de sécurité, c'est absolument critique de mettre ça en place le plus vite possible. Et ça génère une opportunité qui est de diminuer de fait des coûts administratifs de gestion documentaire drastiquement. On n'a plus à manipuler ces documents toute la journée, on n'a plus à en vérifier l'authenticité, ce qui devient un exercice extrêmement compliqué et coûteux. Et de fait, on peut simplifier énormément de choses dans la relation qu'on a avec des tiers. Oui, allez-y, j'en prie. Une petite réaction, effectivement. Je pense que ça va appeler un peu à philosophie de la frugalité un peu dans l'écosystème. Ce que j'entends par là, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on envoie son scan de carte d'identité recto verso. L'usager consent effectivement à partager toutes ces données, y compris les données biométriques, donc son image. Aujourd'hui, quand on discute avec différents acteurs qui vont être appelés à accepter le wallet d'identité, eux nous disent en fait, ce que je vais demander au wallet, c'est exactement ce que je demande aujourd'hui, donc toutes les données de l'identité. Ce à quoi on est plutôt opposé. Nous, on estime que typiquement le fait de partager une photo, c'est quelque chose de quand même très sensible. Par exemple, si je souscris à une ligne téléphonique, je n'ai pas forcément besoin de partager ma photo. Si je me pointe
en boutique. Ce qui va intéresser l'agent sur place, c'est d'être sûr que je suis la personne sur le même type d'identité que je présente, et ne pas comparer avec la photo que j'aurais transmise précédemment. Donc voilà, il y a tout un appel un peu à la frugalité, à la divulgation sélective, c'est ça la fonctionnalité qu'on a dans l'identité. Je pense par exemple au parcours sur la preuve d'âge aussi qu'on a aujourd'hui, où on a des parcours avec des pévides, on envoie totalement son titre. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est plutôt envoyer juste le booléen, vrai ou faux, qui dit effectivement j'ai plus de 18 ans, mais je ne dis pas mon âge, je ne dis pas mon nom, mon prénom, et surtout pas à quoi je ressemble. Merci. Bruno, sans trahir le secret d'affaires, est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas d'usage? Bon, je sais, par exemple, vous travaillez avec une grande compagnie d'assurance. Finalement, comment ça marche avec eux, avec vos clients potentiels, puisque vous êtes pour le moment en expérimentation? Comment ça marche avec eux? Qu'est-ce que vous tirez de vos échanges? Alors en fait, il y a trois éléments, catégories, j'ai envie de dire, de cas d'usage que l'on trouve aujourd'hui. La première catégorie, qu'on a déjà largement d'ailleurs évoquée, c'est la catégorie de l'authentification. Donc finalement, j'entre en relation avec un tiers et je veux vérifier que le tiers que j'ai en face de moi est bien la bonne personne. À commencer par son identité propre et régalienne. Parce que si on n'a pas ce socle-là, finalement, sur quoi se base-t-on ensuite pour élaborer sur d'autres éléments qui seraient complémentaires et rattachés à cette identité personnelle régalienne. Donc ça, c'est la première catégorie. Et là, il y a énormément, évidemment, l'accès à des sites, l'accès à des services bancaires, l'accès à des souscriptions d'assurance, à travers de cette démarche d'authentification. On peut appeler, si on veut être un peu plus générique, de KYC dans certains domaines. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qui est de l'ordre de la capacité à générer des attestations, dont on a commencé à parler aussi, au-delà des pièces d'identité, et qui vont permettre à tout un tas d'acteurs économiques de pouvoir produire des éléments authentifiés, certifiés, qualifiés, et de les communiquer entre eux. Typiquement, un assureur peut produire un élément qui est un élément de bonus ou de malus, grâce à en faire un élément, une attestation certifiée, authentifiée, vous la transmettre et que vous puissiez l'utiliser avec d'autres acteurs, un loueur de voiture, qui, grâce à ce bonus, vous fera un tarif plus intéressant. Et là, ça peut être très intéressant, on en a parlé aussi, sans parler de la carte IKEA, mais un assureur va mettre à disposition une carte de tiers payant, typiquement, dans un mode digitalisé, authentifié, certifié, et ensuite on va pouvoir décliner l'usage de cette carte avec les professionnels de santé de manière beaucoup plus simple. Et le troisième cas d'usage que l'on trouve, c'est que finalement le wallet, c'est un espace de confiance qui va permettre finalement d'exercer le consentement explicite. Donc ce consentement explicite, c'est pas simplement un consentement finalement de partage de ces éléments d'identité, c'est un environnement, un espace dans lequel on va pouvoir ostensiblement, avec n'importe quel professionnel qui va nous proposer des services, valider des éléments qu'il nous propose. Et là, tout d'un coup, on se retrouve à être capable de dire, un assureur, concret, en termes de cas d'usage, met à jour ce qu'ils appellent leur notice, donc les termes et conditions de leur contrat d'assurance. Ils mettent à disposition finalement ces informations dans un environnement crypté sécurisé, contextualisé auprès d'un individu qu'ils savent reconnaître, et ils obtiennent notre consentement explicite d'application de ces nouvelles conditions finalement d'usage du contrat d'assurance. Ça, c'est un élément légal qui est très très intéressant et important pour eux, qui est très compliqué à obtenir aujourd'hui, qui engendre énormément d'économies et de simplification et de sécurisation dans les échanges. Juste, je tiens à remercier Bruno de la perche tendue. C'est réellement un sujet qu'on porte avec Anthony, mais aussi les autres membres à l'interministériel. On participe à un groupe de coopération européen dont l'intérêt justement est d'aider l'écosystème à standardiser et à se faire certifier sur ces attributs complémentaires. C'est-à-dire que là, les cas d'usage qui viennent d'être évoqués par Bruno, on peut en citer d'autres, comme l'IBAN, il y a énormément de documents qui sont actuellement transmis, signés, qui pourraient être dématérialisés en forme d'attestation électronique d'attributs, pour qu'elles aient une valeur
juridique probante au niveau européen, il faut passer par ce groupe de coopération pour dire, voilà, par exemple, pour les professions réglementées, pour les IBAN, pour les assureurs, on a des pratiques au niveau national qui sont tel attribut, avec telle sémantique, telle longueur de champ, voilà ce que ça veut dire. Et en fait, ça nous permet à nous de vous aider, à aider les professions réglementées, à aider l'écosystème privé, à harmoniser leur cas d'usage privé, mais au niveau européen. C'est-à-dire que si vous avez ce type de solution-là, qu'elle soit portée par une fédération, une association ou un groupe de secteur privé, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, parce que réellement, on est demandeurs, et même au niveau européen, nos homologues le sont aussi, pour essayer d'harmoniser ces attributs-là. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le modèle que vous évoquez. Finalement, il y a un contrôle de l'identité par l'utilisateur. Puis finalement, on est sur une identité auto-souveraine. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce terme dont... Enfin, le fait que l'utilisateur contrôle mieux son identité, qu'est-ce que ça va permettre dans les échanges? En fait, on est dans une... de fait, l'utilisateur contrôle mieux son identité. L'identité, aujourd'hui, il la contrôle, puisqu'il obtient une pièce de la part du gouvernement, qui est des institutions, qui est une pièce totalement validée. Donc là, on lui propose un système qui va lui permettre d'avoir la même chose digitalisée. Ce qui va un cran plus loin, c'est de se dire qu'à un instant T, on nous donne la capacité d'exercer un consentement explicite, temps réel, dans le partage de cette information. Donc quand on le faisait d'un point de vue avec une pièce physique, déjà, comme Sandrine l'a très bien évoqué, la pièce physique, elle est reproduite. La reproduction, qu'est-ce qu'on en fait? C'est très difficile à imaginer et à contrôler. Là, grâce au système qui est proposé, on se retrouve dans un modèle où finalement, ce consentement nous est demandé, on est certain qu'il nous est demandé, et en plus, on va fournir une information qui est suffisamment atomisée pour être capable d'en maîtriser la manière dont elle est utilisée, et ça a été très bien dit, en plus c'est contextualisé. Donc de ce fait, on se retrouve à être dans un niveau de maîtrise qui va bien au-delà de ce qui est fait aujourd'hui avec la production de pièces papier reproduites en permanence, reproduites à une fois, et ensuite finalement diffusées, utilisées par n'importe qui. Et un des meilleurs exemples, je crois que c'est les locations d'appartements. On fournit un nombre de pièces absolument hallucinant à des gens qu'on ne connaît pas, et qui ne sont parfois même pas des professionnels. Donc c'est juste une aberration totale. Donc là, on se retrouve vraiment avec, en plus, réglementairement, un environnement. C'est pour ça que ça va bien au-delà finalement. Et c'est ça qui est vraiment, comme on vient de le rappeler, magique avec cet environnement, c'est que ça va bien au-delà de cette capacité à manipuler notre identité, qui est le socle. Ça ouvre la capacité à avoir un espace de confiance et une vraie capacité à tracer tout ce qui va être finalement distribué, partagé, à le révoquer, à dire à un instant T, je l'ai partagé dans un contexte donné et je ne veux plus que ce soit utilisé par cet acteur-là, parce que j'ai résilié mon contrat d'assurance, parce que ça c'est vraiment extrêmement fort et ce sera de fait lisible et totalement documenté. Vous vouliez ajouter quelque chose, Sandrine? Oui, juste un petit retour initial. Quand on parle dématérialisation, on parle de sortir du support physique pour passer sur des supports numériques. Ça, c'est la base de la base. Il y a certes mon identité, c'est régalienne, que j'ai besoin de montrer, des fois pas tous les jours. Est-ce que quand je vais arriver à la caserne des Célestins, ils vont pouvoir vérifier via mon wallet, ou alors est-ce que je vais toujours devoir montrer ma pièce d'identité? Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, j'espère pas trop longtemps. Mais aujourd'hui, moi, j'ai d'autres besoins. Alors, est-ce que demain, j'aurai mon wallet d'identité pour démontrer que j'ai le droit de conduire, que j'ai un diplôme, que j'ai mon identité? Parce que j'aurai mon wallet privé parce que j'ai acheté une place pour les Jeux Olympiques. J'adore les Jeux Olympiques. Est-ce que parce que je vais à des événements, des concerts qui sont parfois interdits aux mineurs, parce que je vais... j'ai ces tickets SNCF où aujourd'hui ils me proposent d'aller sur un wallet de Google pour aller mettre mes tickets à l'intérieur. Parce que j'achète un billet en Allemagne, parce que j'ai décidé de partir voyager. Moi, j'ai plein d'autres usages, j'ai plein d'autres besoins qui ne sont pas ceux de l'identité pure. Où certes, je vais à un moment dire, oui, c'est bien moi qui achète ce ticket,
mais je vais pouvoir démontrer, oui, j'ai bien 18 ans, donc je peux accéder à cet événement, mais je n'ai pas besoin de mon identité pure. Par contre, j'ai besoin de justificatifs qui démontrent que j'ai le droit d'accès, et j'ai besoin de pouvoir démontrer ces droits, et j'ai besoin de pouvoir les démontrer de manière dématérialisée, c'est-à-dire de ne plus amener le papier. Aujourd'hui, vous allez chez un notaire, vous avez beau lui envoyer des RIB, il va vous dire non, non, il faut que vous l'amenez en papier parce que moi, aujourd'hui, j'ai un confrère, il s'est fait piquer 6 millions parce qu'il y a une attaque man in the middle où quelqu'un a chopé l'IBAN de l'email et puis il a modifié en fait l'IBAN et puis du coup, l'argent, il est parti ailleurs. Bon courage pour récupérer, vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, on vous demande encore d'amener du papier parce qu'il y a cette idée que sur le papier, c'est tellement plus sécure, pas toujours. Mais avant, c'était quand même limité à certaines fraudes extrêmement importantes. Mais alors, juste pour dire, oui, tout ça, ça va s'améliorer, mais on voit plein d'endroits où moi, j'aimerais bien que les choses soient plus sécurisées. Et deuxièmement, je ne sais pas si ça ne va pas finir avec, j'aurai France Identité, puis j'aurai peut-être un portefeuille privé parce que j'ai besoin de plein d'autres choses et que je ne suis pas sûre que France Identité soit fait demain pour conserver mes tickets de concert. C'est un peu l'esprit qu'on pousse. Alors, pour les documents papier, on a quand même pas mal de techno qui existent aujourd'hui. Je pense au 2D Doc, oui. On utilise très couramment, parce que c'est nous qui l'avons produit. Mais parce que, on imagine un peu des parcours où typiquement je scanne un 2D Doc qui figure sur un de mes documents, qui figurera d'ailleurs bientôt sur le permis de conduire. Je scanne ce 2D Doc, ça me permet dans mon wallet de faire la comparaison d'identité avec l'identité que j'ai déjà, de dire que c'est un vrai document, parce que le 2D Doc, ça prouve que les données qui sont dedans sont signées par une autorité qui a émis le document, et donc de pouvoir importer son titre de cette manière très facile, en scannant le doc qui va bien. Et ce que Sandrine vous a d'ailleurs expliqué, moi j'y souscris plutôt bien, c'est un peu le message qu'on essaie de véhiculer avec les acteurs privés. Alors on a d'autres réactions qui nous disent mais non, mais pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas tout comme attestation? Je pense qu'au contraire, le fait de tout accepter prend un message un peu plus confus auprès de l'usager. On a envie de lui donner plutôt le réflexe de dire que pour les choses régaliennes, les choses importantes, j'imagine pas forcément demain, si le vote en ligne par exemple, j'imagine personne se dire je vais voter en ligne avec une carte d'identité que j'aurais mis dans mon Apple Wallet ou mon Google Wallet. Voilà, on veut donner un peu l'esprit que, effectivement, pour ces usages régaliens et importants en proximité en ligne, on utilise France Identité comme valeur prouvante et d'autres wallets. Absolument. Avant de passer à la démonstration, est-ce qu'il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, que vous voudriez aborder, considérant que c'est absolument fondamental pour que nous soyons tous capables de comprendre les enjeux? Bruno. Alors, il y en a peut-être deux. Ah ben allez-y, Un allez-y. petit peu gourmand. Le premier, c'est qu'en fait, je suis assez persuadé qu'il va y avoir une bascule, en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé à l'évoquer, mais à partir du moment où on va avoir la capacité pour un certain nombre d'usages, de services au quotidien, de fonctionner de manière différente, plus sécurisée, plus transparente, plus lisible, et aussi plus simple. Il ne faut jamais oublier ces critères de simplicité, parce que sinon on ne franchit pas cette barre. On n'acceptera plus de fonctionner autrement. Donc si demain, un assureur, un banquier, un prestataire de service quel qu'il soit, ou un prestataire de santé, échange avec nous de manière transparente, lisible, digitalisée et simple, et qu'à côté de ça, il y en a un autre qui nous demande une tonne de documents, et on ne sait pas ce qu'il va en faire, je pense que la bascule elle va se faire très très vite, et qu'on ne va plus accepter de fonctionner autrement, et que de fait, les choses vont s'emballer positivement très très vite. Alors ça veut dire que tous les acteurs sont prêts à ça, ça veut dire que les acteurs économiques y voient aussi un intérêt. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'opportunité, le changement de paradigme qui crée une opportunité en termes d'économie et d'opportunités concrètes, commerciales. Il va y avoir des éléments réglementaires qui vont faire qu'à un moment donné, pour certains usages, eh bien, de fait, ça va être fortement incité, voire obligatoire. Mais je pense que cette bascule, à un moment donné, elle va se produire, et elle va se produire très vite compte tenu de tout ce qu'on lit tous les jours et toutes les fraudes auxquelles on est tous, aussi bien en termes d'organisation, de gouvernement que d'individus, confrontés tous les jours. Le deuxième élément, très bref, c'est que finalement, c'est au-delà d'un environnement de confiance, c'est une plateforme de gestion d'écosystème qu'on est en train de créer,
et qui va permettre tout d'un coup de simplifier énormément et de sécuriser et de passer à l'échelle la transformation digitale sur l'ensemble du monde économique et social et plus globalement, parce que tout d'un coup, on va pouvoir fluidifier, simplifier, sécuriser les échanges entre les différents acteurs et les contextualiser dans l'information qui est partagée. On voit ça à l'échelle de l'écosystème de la santé, de l'écosystème des établissements financiers, c'est des univers qu'on va pouvoir opérer fondamentalement au travers de ces échanges et de ces wallets et de ces environnements de confiance. Sandrine, 30 secondes. allez, 30 secondes. Un terme mauvais, l'usurpation d'identité volontaire et la fracture numérique. Ça sera sûrement générationnel, il va falloir du temps avant que tout ça se mette en place, mais moi aujourd'hui je crée des comptes de mutuelle pour ma mère et je me fais passer pour elle parce qu'elle est dépassée par tout ça et elle ne sait plus comment ça fonctionne. Et elle me donne son autorisation, bien évidemment, pour pouvoir le faire, mais c'est juste pour dire que c'est important de bien comprendre que tout ne peut pas être dématérialisé parce que générationnellement, il y a encore des difficultés et qu'aujourd'hui, en fait, même moi, je m'aperçois que je peux usurper l'identité de ma mère et faire énormément de choses sans que personne n'y trouve à redire, ce qui était peut-être moins facile avant. Dire ça dans le code de la gendarmerie, c'est quand même... Oui, je sais, je suis taquine. Mais c'est réel. Bien, mais écoutez, merci pour cette table ronde qui a été, je pense, pour chacun d'entre nous, une façon de bien comprendre les enjeux. Nous partons, où en est-on, où va-t-on? Et je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la démonstration, si vous le voulez bien. Et là, on va basculer, si je puis dire, en visioconférence pour retrouver en visioconférence Mathieu de Montvallon. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Désolé de ne pas être avec vous et ce petit couac technique. Je vais essayer de faire ça durant les 10 prochaines minutes, de vous montrer le wallet KeepMe. J'imagine que vous voyez mon écran correctement. Je n'ai pas de retour son. Bon. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est deux choses en réalité. Vous avez sur la partie droite le wallet, mon wallet KeepMe. Et sur la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle une sandbox, c'est-à-dire le site qui va me permettre de dérouler un certain nombre de cas d'usage, parce que mon wallet tout seul ne va pas faire grand-chose. Donc, j'ai bien besoin de m'adresser à quelqu'un ou une entité derrière. Et c'est justement le rôle de cette sandbox de simuler un certain nombre d'acteurs avec lesquels je serai en relation. Sur la partie droite, donc dans mon wallet, on part du principe que j'ai au départ pas grand-chose. Donc, je pars d'un wallet relativement vide. Donc, en termes d'attestation, on peut imaginer que je n'ai que mon identité, pas grand-chose d'autre. En termes de documents, pareil, que j'ai un wallet relativement vide. On ne l'a pas précisé, mais une grosse particularité du wallet KeepMe, c'est de fonctionner avec la notion d'espace. Je reviendrai dans quelques instants sur cette notion d'espace, mais pour faire simple, un espace, c'est une fenêtre dans laquelle je suis connecté directement à une entité qui est derrière et qui va me permettre de contenir des parcours, lesquels parcours seront exécutés intégralement au sein du wallet. Je vais revenir avec une illustration de ce que je viens de vous dire dans quelques instants. Donc, j'ai actuellement quelques espaces, notamment, je pourrais imaginer un espace qui serait mon employeur et dans cet espace-là, avoir un certain nombre de parcours type RH qui utiliserait mon wallet pour m'identifier et récupérer des documents RH. Voilà, donc ça, c'est mon wallet à droite. Et à gauche, dans cette sandbox, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer une première partie de démonstration qui va illustrer ce que devra faire tout wallet européen lorsque la certification existera. Elle n'est pas encore prête, c'est pour bientôt. Le wallet européen tel qu'il sera certifié devra, et je pense qu'on l'a bien compris dans la table ronde, devra essentiellement collecter des attestations et partager des attestations. Donc, c'est ce que je vais vous montrer concrètement dans cette première partie. Et puis, deuxième partie, je basculerai justement sur ce qui fait du wallet KeepMe un wallet augmenté, donc un wallet un peu particulier, avec des parcours au sein du wallet. Donc, je vais commencer par la première partie, la collecte d'attestations. Donc là, il faut bien un scénario, il faut bien une histoire. Donc, l'histoire est la suivante. Je suis connecté sur la partie gauche donc, à ma banque, une banque qui n'existe pas, qu'on a imaginé, Novabank.
sur ce site de ma banque, j'ai un espace client. Et dans cet espace client, je vois que ma banque est capable de me calculer un revenu agrégé qui serait en quelque sorte le montant de tout ce qu'elle a vu passer au cours d'une année me concernant, que ce soit mes salaires, des revenus autres, et qu'elle peut agréger tout ça pour en fabriquer une attestation. Donc, Bruno en a parlé tout à l'heure, l'intérêt derrière, c'est de pouvoir commencer à créer ces attestations et les faire circuler dans cet environnement eIDAS 2. Donc là, la banque me crée cette attestation, et moi, avec mon wallet, ce que je vais pouvoir faire, c'est la récupérer cette attestation, ainsi que le certificat qui va avec, prouvant que c'est bien la banque qui certifie cette attestation. La façon avec laquelle je vais la récupérer, c'est un QR code. Donc, sur mon espace client, j'affiche un QR code, ce qui veut dire qu'avec mon wallet, je vais scanner ce QR code. Et là, ce qui va se passer derrière, c'est que on parlait beaucoup de consentement, c'est exactement l'illustration qu'on a ici. L'attestation, même si c'est moi qui ai fait la démarche d'aller la chercher, elle ne va pas atterrir automatiquement sur mon wallet. C'est à moi d'accepter et de dire je suis d'accord d'accepter cette attestation venant de tel émetteur et portant telle information. Donc voilà, j'ai récupéré l'attestation. Donc logiquement, si je retourne maintenant sur la partie données de mon wallet, j'ai bien une nouvelle attestation dont je peux consulter les différents attributs, montrant qu'effectivement, cette attestation émise par la banque contient telle et telle information. Donc ça, c'est le premier cas d'usage classique applicable à énormément de choses, c'est comment je vais aller, avec mon wallet, récupérer tout un tas d'attestations. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça me fait plaisir d'avoir une attestation, mais parce que cette attestation, plus tard, va être utile, voire nécessaire dans un autre parcours. Et c'est précisément le cas numéro 2. Je suis maintenant dans un parcours où je vais devoir partager une ou plusieurs attestations. Là, l'histoire est un petit peu différente. Je suis, imaginons, chez un concessionnaire automobile. Je suis à 2 doigts d'acheter un nouveau véhicule. Et là, mon concessionnaire me dit, ça tombe bien parce que nous avons un établissement financier qui potentiellement pourrait financer votre achat si vous en êtes d'accord. Encore faut-il que vous soyez solvable aux yeux de cet établissement financier et qu'il accepte de financer votre achat. Et pour le faire, il suffit finalement, il me montre un QR code, il suffit d'utiliser ce QR code, mais cette fois pour fournir des informations. Donc, c'est le sens inverse de ce que j'ai montré précédemment. Là, il me dit, j'ai besoin de récupérer telle et telle information. Et là, si je rentre dans cette étape de fourniture d'attestation, je vais aussi, et c'est très important, avoir cette notion de consentement appliquée non pas à l'attestation dans sa globalité, mais potentiellement aux attributs à l'intérieur de cette attestation. Donc, je vais pouvoir lui dire, j'accepte de partager une partie seulement d'attestation, tel attribut, pas tel autre. Donc, je vais pouvoir sélectionner précisément les attributs que je fournis. Le résultat, c'est que derrière, l'entité qui est derrière, donc là, en l'occurrence, c'est cet établissement financier fictif, va récupérer tout ça. Et c'est ce qu'on voit ici. Voilà l'ensemble des choses que va récupérer cet établissement financier. Il va récupérer des informations qui n'ont aucune valeur juridique particulière, comme le montant de mon achat prévu, le véhicule que je souhaite acheter. Ce qu'on voit ensuite, c'est qu'il récupère une partie de mon identité. Donc là, en l'occurrence, mon prénom et mon nom, mais certainement pas mon âge, enfin certainement pas, en l'occurrence pas mon âge, pas d'autres informations. Et puis ensuite, on voit qu'il récupère l'attestation que j'ai envoyée, celle précisément que j'avais récupérée dans le premier scénario. Donc on voit que ces informations-là ont pu être vérifiées. Donc il a pu vérifier auprès de la banque, grâce au certificat qui avait été déposé, que c'est bien le bon montant de l'attestation et que cette attestation a bien été émise par la banque. Donc là, ce qu'on a vu, c'est 2 premiers cas d'usage, collecte, et on comprend bien qu'on peut l'appliquer à un nombre infini de cas d'usage. À chaque fois que j'ai capacité à récupérer une attestation, je fonctionnerai de la même façon. Récupération d'attestation et ensuite exploitation de ces attestations vis-à-vis d'entités tiers. Maintenant, on va passer à une autre partie de la démonstration où là, je vais montrer que le Wallet Keep Me peut aller plus loin en exécutant et hébergeant des parcours au sein même de son wallet. Tout ça ne se fait que parce que j'ai des espaces, la fameuse petite fenêtre dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, cet espace, c'est un peu comme une attestation. Il ne va pas et il ne doit pas apparaître
automatiquement dans mon wallet. En fait, l'espace, on ne veut surtout pas que ce soit les entités commerciales qui disent on force sur le wallet de l'ensemble de nos clients, on force l'apparition de cet espace. En fait, c'est l'utilisateur du wallet qui accepte de rejoindre un espace. C'est probablement un email qui lui a été envoyé disant voilà, la banque, toujours la même Novabank, vous propose de rejoindre son espace parce que vous y trouverez tel et tel service. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre l'espace en scannant le QR code. Donc, un petit peu comme tout à l'heure quand j'ai récupéré une attestation, là, je vais pouvoir rejoindre un espace. Donc, c'est ce que je vois maintenant dans mon wallet, donc sur la partie droite. Si je vais maintenant dans mon wallet sur la partie espace, je vois que j'ai un nouvel espace, en plus des 3 que j'avais précédemment, l'espace correspondant à ma banque. Et c'est logiquement dans cet espace que je vais y retrouver tout un tas de parcours qui font sens par rapport au sujet de la confiance numérique. L'idée, ce n'est pas de déporter tous les parcours de la banque, absolument pas, mais d'y retrouver des parcours de confiance numérique nécessitant un wallet. Je vais donc prendre un premier exemple qui serait un exemple de KYC. Donc là, on voit d'ailleurs que sur la partie droite, vous voyez que mon espace est relativement vide. Je n'ai qu'un seul service pour l'instant et on imagine bien qu'avec le temps, les services vont apparaître les uns après les autres au fil du cycle de vie de ma relation avec ma banque. Donc là, j'ai un premier exemple, un KYC, et je vais rentrer dans ce processus de KYC à l'intérieur de mon wallet. La première chose que l'on voit ici, c'est que j'ai un formulaire avec tout un tas d'informations. Les informations que je vois ici ne sont pas les informations de mon wallet, mais plus précisément les informations que la banque a actuellement en sa possession me concernant. Donc, par nature, on s'imagine bien que certaines de ces informations sont à jour, d'autres non, d'autres encore peuvent être manquantes. Donc, c'est précisément le but du KYC, c'est de pouvoir compléter, mettre à jour toutes ces informations et les envoyer à la banque le plus rapidement possible en utilisant le wallet pour ce faire. Donc, par exemple, on peut imaginer que mon adresse email, la banque actuellement a une adresse email en sa possession, que ce ne soit pas celle que je souhaite lui fournir. Donc, vous avez un petit picto à droite du champ email qui me permet de dire je vais aller rechercher dans mon wallet l'information d'email et la substituer à celle qui était précédemment dans mon formulaire. Ensuite, on peut imaginer que j'ai la capacité à dire je suis citoyen américain. Si je suis citoyen américain, la loi m'impose de fournir un numéro d'identification fiscale. Contrairement à l'email, ce numéro d'identification fiscale, il est forcément porté par une attestation fournie par le gouvernement. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'attestation qui est dans mon wallet pour en extraire l'information et la mettre dans ce formulaire. Donc, je ne vais pas le faire 1000 fois, mais vous voyez le principe, c'est d'aller naviguer entre ce formulaire qui est la vision de l'entité qui est derrière la relaying party, c'est la banque, et la vision wallet, et de pouvoir aller très très vite compléter l'ensemble des informations jusqu'à soumettre ce KYC. Lorsque je vais soumettre mon KYC, ce qui va se passer, c'est 2 choses très différentes. Premièrement, je vais soumettre des informations qui sont purement déclaratives, qui étaient dans mon formulaire, que j'ai mis ou pas à jour, et qui vont être envoyées à la banque. Deuxièmement, ce qu'on a aussi envoyé, je prends l'exemple du numéro d'identification fiscale que vous avez à gauche. Ce qu'on a envoyé à la banque, c'est des informations portées par des attestations. Et donc là, le mécanisme technique n'est pas du tout le même, puisqu'on a en fait utilisé le wallet européen dans sa capacité à échanger des attestations vérifiables. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, d'une part, l'ensemble de ce processus a été exécuté dans le wallet, et d'autre part, qu'il permet de fonctionner en mode hybride, c'est-à-dire qu'on sait très bien que du jour au lendemain, le monde ne va pas être un monde 100% fait d'attestations, ce n'est pas possible. Donc, un KYC, par nature, va devoir nécessiter des informations qui, pour certaines, sont des attestations, pour d'autres ne le sont pas, voire même ne le seront jamais. Donc, c'est ce côté hybride des choses qui me permet d'avoir un KYC très, très rapide, fait par mon wallet, manipulant 2 choses différentes, attestation et données déclaratives. Enfin, je termine ma démonstration par un autre exemple, un exemple de signature. Donc, dans le wallet européen, il faut savoir que, et c'est le souhait derrière, et notamment lié au consentement, on ne peut pas
à aller directement toquer à la porte du citoyen disant il faut faire ci, il faut faire ça, tiens, il y a telle information, est-ce que, il faut poser des questions. On ne peut pas s'adresser directement au citoyen dans son wallet. Là, grâce à l'espace, j'ai créé une relation entre moi et ma banque qui fait que là, pour le coup, la banque va pouvoir s'adresser à moi, notamment pour me faire une demande de signature d'un document. Donc là, si je suis côté banque et que je dis, tiens, j'ai besoin d'aller envoyer un document à un utilisateur au sein de son wallet pour qu'il puisse le signer, eh bien, je peux demander à l'utilisateur de récupérer son document. Et sur la partie droite, donc sur le wallet, on voit qu'on reçoit une notification de ma banque disant il y a un nouvel avenant, un contrat qu'on vous propose, qu'on vous demande de signer. Et la première chose que je vais pouvoir faire, c'est déjà regarder le document et le consulter dans mon wallet. Deuxièmement, je vais pouvoir effectuer la signature dans le wallet. Au lieu d'utiliser un wallet pour aller signer un document dans une plateforme de signature, là, je reste dans mon wallet, je consulte le document. Si c'est une signature substantielle, je vais pouvoir signer mon document et demander à ce que ce soit mon document dans mon wallet qui soit signé. Donc là aussi, c'est une grosse différence dans la mesure où c'est d'une part le wallet qui fait la signature, d'autre part, le document est manipulé par le wallet, stocké dans le wallet, et bien évidemment, à la fin, il est aussi envoyé à la banque qui est derrière. Donc, c'est ainsi que j'ai, vous voyez, à gauche, le document réceptionné par la banque avec ma signature électronique, pardon, je vais un peu trop vite, et à droite, dans mon wallet, je conserve dans mon coffre-fort du wallet le document signé avec le certificat de signature dans mon document. Voilà, je suis allé un petit peu vite, mais l'idée, c'était de faire le tour de ces différents cas d'usage. On a beaucoup parlé de cas d'usage aujourd'hui. D'abord, la base de tout wallet européen, collecter et échanger l'attestation. Ensuite, par le biais des espaces, être capable d'aller beaucoup plus loin et d'enrichir la relation que j'ai avec une entité derrière. En l'occurrence, c'était une banque. Et de pouvoir dérouler, exécuter des processus dans mon wallet qui vont faire appel ou à de la signature ou à des KYC, et bien évidemment à chaque fois d'embarquer l'identité parce que c'est quand même ce qui est le pivot de mon wallet. Voilà, j'en ai fini pour cette démonstration. Je ne sais pas si vous avez des questions. Avez-vous des questions à poser à Mathieu? Je disais que c'était d'une clarté absolue, me semble-t-il, mais... Ah, je voyais. Voilà. Merci. J'ai une question. Avez-vous réfléchi, pouvez-vous nous préciser la façon de se loguer dans le wallet? Quel est le workflow pour lancer le wallet? Alors, il y a deux façons de répondre. La première façon, c'est imaginons que mon wallet existe déjà, que j'ai déjà été onboardé dessus, mon identité est déjà dedans. Donc, la question, c'est simplement comment j'accède à mon wallet existant. Là, c'est par un code PIN. Donc, c'est au moment, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais au moment où je lance mon wallet, j'ai un code PIN à taper pour entrer dans le wallet. L'autre partie de la question, peut-être, ce serait de dire, mais comment je crée l'identité dans le wallet initialement. Donc là, c'est par un processus PVIT dont on a déjà parlé, ou porté par le wallet, ou fait ailleurs, typiquement dans France Identité. Et dans ce cas-là, je récupère l'identité. Mais c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si votre question portait sur la création de l'identité ou simplement l'accès au wallet une fois qu'il est déjà prêt à fonctionner. Et dans ce cas-là, c'est un code PIN. Oui, s'il vous plaît. J'ai envie de savoir comment se passait l'historique des transactions, parce qu'en fait, souvent en sécurité, on a un historique qui est là, pour savoir un petit peu qui a fait ça, à qui on a donné des satisfactions, etc. Alors, j'entends très très mal, mais si la question c'est est-ce qu'on dispose de l'historique des transactions? Oui, on le dispose de façon globale, c'est-à-dire qu'on a de façon tracée tous les échanges qui ont pu avoir lieu par le wallet. Mais ensuite, on l'a aussi attestation par attestation, c'est-à-dire qu'une attestation est porteuse de son propre historique, qui me l'a envoyé, quand je l'ai récupéré, qui me l'a partagé, et combien de fois, moi, je l'ai utilisé et partagé et avec qui.
Et c'est aussi dans cet espace-là que je peux révoquer l'usage de mon attestation si je ne souhaite plus qu'elle puisse être exploitée par d'autres entités. Et oui, en cas de cyberattaque sur le smartphone, comment ça se passe avec le wallet? Est-ce que le wallet est bien protégé? Est-ce que le prédateur a accès au wallet? Ou s'il a accès, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, tout ce qui est stocké dans le wallet, donc le wallet, c'est une application qui est mobile, qui est donc hébergée par le smartphone. Tout ce qui est stocké dans le wallet est naturellement crypté. D'autre part, il faut savoir que derrière ce wallet, il y a une plateforme qui porte l'information avec la capacité, là aussi, à amener un chiffrage de bout en bout pour être notamment post-quantique. Donc, l'idée, c'est que le wallet lui-même ne peut pas fournir une quelconque information à supposer qu'on arrive à y rentrer. Encore une fois, on peut y rentrer. Alors, je dis, c'est que la réglementation européenne veut que ce soit aujourd'hui un code PIN. On ajoute, nous, le côté, vous l'avez peut-être vu, biométrique tout à l'heure avec mon téléphone, mais ça, c'est pas aujourd'hui reconnu, mais c'est une sécurité supplémentaire qu'on rajoute. Le minimum normal, c'est le code PIN. Et encore une fois, si même l'utilisateur vole, une personne malveillante vole mon téléphone, arrive à s'identifier sur mon téléphone, à voler ma photo pour rentrer sur le biométrique et à mon code PIN, derrière, elle ne pourra pas extraire les informations de ce wallet. Merci infiniment. Excusez-moi. Une dernière question peut-être? Oui. Alors, allez, je vais vous donner le micro parce que... Merci beaucoup. Martini, je travaille chez Visa. J'ai une question par rapport à l'IA, du coup aux agents IA qui se développent de plus en plus et qui peuvent faire plein de choses. Comment ça va se connecter? Est-ce que ça peut se connecter à ce genre de solution de wallet? Les agents IA, c'est déjà une réalité, hein, donc ça, on n'est même pas obligé de se projeter malheureusement, interviennent à plein d'endroits, déjà sur le côté PVID initialement. Donc, il faut lutter et faire la détection d'IA dès le départ pour que la vidéo qu'on utilise au départ dans le PVID puisse être analysée pour détecter l'IA. Donc, l'IA, il est détecté partout. Le document qu'on va ingester pour être capable d'en extraire des données, il faut aussi faire une détection d'IA. À chaque fois, on utilise nous-mêmes de l'IA, d'ailleurs, pour détecter l'IA, parce que c'est la meilleure façon de le faire. Mais effectivement, les agents IA sont déjà à l'œuvre, hein, sont déjà en train d'être capables de faire de la vidéo, d'être capables de faire des faux documents. Donc c'est une réalité aujourd'hui. On lutte déjà aujourd'hui contre ces agents IA. L'agent IA qui se connecte au wallet, là, je ne vois pas bien, mais pourquoi pas demain avoir l'agent IA. Encore faut-il qu'il passe les différents barrages du code, de la détection biométrique, mais pourquoi pas. Les agents IA, c'est une réalité. Donc, on lutte contre eux à tout moment aujourd'hui, dès la création de l'identité au départ. En fait, ma question était sur, nous, chez Visa, on développe donc des agents IA qui permettent de procéder au paiement d'une transaction pour le compte d'un client. Par exemple, il y a quelqu'un qui va aller sur TripAdvisor ou autre plateforme pour aller chercher un voyage, et puis ensuite, donc c'est un agent qui va y aller à la place de la personne physique et qui va ensuite déclencher le paiement. Voilà. Donc c'est sur la recommandation et l'autorisation de la personne physique. Éventuellement, on peut penser que demain, ces personnes physiques vont créer des agents IA à leur place pour pouvoir aller partager leur wallet d'identité, non, les attributs de ce wallet d'identité. Là, c'est plutôt le wallet qui va pouvoir héberger des agents IA. C'est plutôt dans le sens que ça va se passer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'utilisateur a son wallet, il peut héberger à l'intérieur de son wallet des agents IA pour automatiser un certain nombre de tâches. Mais ce n'est pas l'IA qui prend la place de l'utilisateur, c'est l'utilisateur qui embarque des agents IA dans son wallet. Voilà, écoutez, merci Mathieu pour cette démonstration, pour ces précisions. Nous avons dépassé l'horaire et c'est à la preuve que ce petit déjeuner a suscité beaucoup d'intérêt. Et donc, merci à nos intervenants qu'on peut encore féliciter.
Et merci aux autorités publiques et aux autorités et aux personnes privées qui sont venues ce matin. D'ailleurs, vous savez que le forum, c'est le décloisonnement public-privé. Et donc, nous vous donnons rendez-vous à Lille le 31, 1er ou 2 avril pour un forum qui sera, une fois de plus, le meilleur de tous les forums que nous avons connus. Et ce sera grâce à vous. Donc, à très bientôt et merci de votre participation à ce petit déjeuner.